Érigé à flanc de montagne, à 500 mètres d'altitude, il domine la vallée de la Roya. Croyez-moi, pour atteindre le monastère de Saorge, ça monte sacrément, ça se mérite. Il s'agit en fait d'un ancien couvent franciscain, le seul couvent baroque de France, dont les origines remontent au XVIIe siècle. Quelques mètres et je vais enfin rejoindre Antide, mais c'est un Graal pour accéder ici. C'est un village perché. Et félicitations pour l'exploit. Mais dites-moi, ce couvent, tout commence en 1633, c'est ça? Oui, tout commence dans les années 1630. On est à Saorge, sur les bords de la route du sel qui relie Nice à Turin. C'est un village prospère. Malheureusement, la région est frappée par une épidémie de peste. Les pénitents, qui sont des regroupements de laïcs et qui venaient en aide à la population, n'arrivent plus à subvenir aux besoins et la commune fait appel aux franciscains. Et une communauté vient s'implanter ici, un petit peu à l'écart du village, pour venir en soutien à cette population. D'accord. Et finalement, ce couvent, il a été offert, construit avec la population, c'est un travail collectif? Tout à fait, je dirais c'est un échange de bons procédés. La commune, les habitants se mobilisent pour aider les franciscains à s'installer ici et pour leur permettre aussi d'accomplir leur mission, ce pourquoi ils sont venus. Quand je me retourne, mais j'en ai tout de suite plein les yeux, cette façade baroque, elle est incroyable. Alors elle est incroyable, mais il y a encore mieux à l'intérieur, et elle n'est pas d'origine cette façade, parce que c'est un monument qui a vécu. Il a été, on le verra à l'intérieur, tout son programme iconographique baroque, lui, il est un petit peu plus tardif, il est du milieu du XVIIIe siècle. D'accord, et au niveau de sa composition, je vois qu'on a un système de 3 arcades, c'est une architecture qui est typique du baroque piémontais, non? Oui, tout à fait. Alors ça s'est fait encore une fois par étapes. Ce porche, il a été rajouté, la grande baie en forme de lyre également. On devine au-dessus une figure de la Vierge, c'est une Assomption, et la Vierge est omniprésente dans les représentations figurées du monument. Pourquoi? Parce qu'on se situe à l'époque de la contre-réforme catholique. L'Église catholique veut affirmer son pouvoir, d'où le baroque. On montre sa richesse, on montre les fastes, et puis on réaffirme le culte marial, d'où la présence de la Vierge partout dans le monument. Et d'où son nom, c'est Notre-Dame des Miracles, c'est bien ça? Exactement, Notre-Dame des Miracles, et le miracle, c'est également tout ce monument. D'accord, voyons si les miracles vont s'opérer si on entre à l'intérieur et qu'on découvre cette église maintenant, ouais? Alors allons-y. Allons-y. Alors, la particularité de cette église, c'est qu'on a une nef unique ici, avec un plafond tout peint. Oui, c'est un espace unifié, c'est une petite église. D'ailleurs, c'est pas la seule du village, elle n'est pas là pour faire concurrence aux églises du village. On est typiquement dans une église franciscaine de la contre-réforme, avec effectivement l'absence de collatéraux, et puis un programme iconographique qui se développe au fil des années. C'est beaucoup plus sobre. Au début, les franciscains c'est un ordre mendiant, donc il n'y a pas beaucoup de décors. C'est toute la complexité aussi de ce monument, c'est de conjuguer les obligations d'un ordre mendiant en termes de sobriété, et puis les fastes du baroque. Et bien sûr. Là, par exemple, j'observe différents médaillons. À quoi correspondent-ils? Alors ce ne sont pas des saints, contrairement à ce que vous pourrez imaginer dans une église. Ce sont des portraits et des évocations de grands théologiens franciscains. Ils ont été redécouverts lors de la restauration de l'église qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans, le temps passe vite, et ils avaient été badigeonnés pour revenir à des teintes plus blanches, peut-être plus conformes à ce que l'on imaginait des franciscains en se trompant naturellement. Alors là, je suis surprise parce qu'on a une représentation du Christ, non pas crucifié,
mais les bras comme liés derrière le dos. C'est une scène peu habituelle dans une église en tous les cas. C'est une scène qu'on va retrouver sur les chemins de croix néanmoins, mais c'est une scène qui précède la crucifixion, on l'appelle le Christ au lien, c'est une scène de flagellation. On voit à la fois la finesse de ce travail, de la sculpture sur bois, mais aussi toute l'expression du Christ qui est à la fois souffrant et résigné, et c'est une très belle manifestation de cet art baroque de la fin du XVIIe siècle. Alors là, je remarque qu'il y a des traces de peinture, sans doute pour représenter le sang qui coule sur la peau du Christ. Tout est travaillé dans la couleur également sur ce bois. Exactement, ça permet de faire ressortir aussi toute la dramaturgie. Parce que baroque s'appuie aussi sur cette dramaturgie. La souffrance du Christ, elle est soulignée justement par ces traces de polychromie. Mais je crois en titre qu'on a un autre Christ représenté dans cette église, dans une position, là encore, surprenante, étonnante, enfin en tous les cas on ne la voit pas tout le temps. Oui, pas surprenante, logique. On est là encore face à une expression très baroque, un Christ mort, gisant, qui lui aussi est l'œuvre de ce fameux sculpteur Carlo Bonfanti. Mais on a l'impression qu'ici, toutes les époques se mêlent. Je vois écrit là-haut par exemple 1842. Effectivement, c'est la restauration qui nous a permis de faire à nouveau coexister tous ces états successifs qui, pour autant, ne s'étaient jamais vraiment rencontrés, puisqu'un état succédait à l'autre, le recouvrait. Et l'enjeu de la restauration, c'était justement de les rendre tous lisibles. Et aujourd'hui, on peut voir cette église telle que personne ne l'a vue auparavant, c'est-à-dire que toute son histoire est révélée. Alors nous avons un confessionnal, mais je crois qu'on ne pouvait pas tout confesser ici. Alors il y en a plusieurs, des confessionnaux, mais effectivement dans chacun d'entre eux, on trouve des petites affichettes rédigées en latin. Ce sont des sortes de règlements intérieurs, ça s'appelle des casus reservati. Des cas réservés, des cas particuliers, ce sont tous les péchés qui supposaient d'aller rendre compte à l'évêque, parce qu'on ne pouvait pas les absoudre ici. D'accord. Trop grave, trop grave. Vous pouvez me donner quelques exemples ? Le blasphème, par exemple, un gros péché. Le blasphème, certains enlèvements, l'homicide volontaire, quantité de choses, la liste est longue malheureusement. Mais quelle splendeur ce retable du maître-autel. Exactement, un retable qui lui aussi a fait l'objet d'une restauration récente et qui en a révélé toute la splendeur. Il est si coloré, il est lumineux. Comment a été effectué ce travail de restauration? Comment c'était avant et comment on en est arrivé à ce chef-d'œuvre? Alors c'est une pièce qui est en noyer et au fil des années il s'était assombri. Donc on avait quelque chose de presque noir d'où émergeait la carnation des anges que l'on voit dans la partie haute. Et puis malheureusement dans les années 60, tout ce qu'on appelle les ornements, c'est-à-dire ces petits angelots, les grenades sculptées, avaient été volés. Non seulement le retable a été nettoyé, ce qui a révélé la polychromie, mais aussi ces petits ornements ont été refaits, resculptés et remis en place, ce qui permet maintenant à ce retable d'être dans un état proche de celui qu'il connaissait à l'origine. Tout est travaillé ici, dans le détail notamment, ce bois finement ciselé et ajouré. Pourquoi donc ? Tout à fait. Alors également, ces parties ajourées étaient très noircies. La restauration a permis de révéler cette teinte dorée, non pas de l'or, puisqu'effectivement on est chez les franciscains, ordre mendiant, mais de la peinture dorée. Alors ces parties ajourées permettent à la lumière de passer et d'arriver dans la nef, elles permettent également au son de passer. Mais ça veut dire qu'il y a une pièce qui se cache derrière ? Oui, c'est le chœur. Ah, allons voir. Peut-être que nous allons retrouver un franciscain, des religieux qui habitent les lieux. Non, le dernier parti en 1988. D'accord. Oh, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est c'est un pupitre, c'est ça ? C'est un grand lutrin qui permettait de poser l'antiphonaire, ce grand livre de musique et de prière que les frères suivaient. Et ils étaient assis dans ces stalles et ils chantaient et leur chant passait au travers de ces parties ajourées qui composent le grand retable. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette partie qui n'était pas accessible aux fidèles, le chœur est séparé de la nef par le grand retable, c'est la finesse du travail du bois, sans doute d'une autre main que celle du sculpteur qui a composé le retable. On le voit d'ailleurs dans les figures de ces petits angelots dont les ailes sont traitées différemment. Et puis évidemment au centre, le blason des franciscains qui est caractérisé par deux bras.
2 bras autour d'une croix et 2 bras qui portent les stigmates. Le bras du Christ, naturellement, et celui de Saint François qui, lui aussi, à la fin de sa vie, reçoit les stigmates. Il y a une analogie entre Saint François et le Christ, y compris dans le cycle de sa vie tel qu'il est peint dans la cour du cloître. Combien était-il de frères ensemble à chanter ici? Alors, le minimum pour une communauté, c'est 12 frères. Mais si on compte les stalles, on voit qu'on peut avoir entre 15 et 20 frères. Mais on pouvait aussi accueillir des gens de passage et leur permettre de s'asseoir et de prendre place. Ah, un strapontin dissimulé. Est-ce que ce ne serait pas des antisèches? Je vois des partitions de musique directement appliquées sur la paroi ici. Des antisèches, peut-être pas, mais une aide. Mais les frères connaissaient ces chants par cœur. Là, tout est en bois. Tout est beaucoup plus brut. On a le revers de ces niches, effectivement. Ni peinture, ni dorure, ni ornement. Toute l'ornementation était réservée aux fidèles. Oui, on est loin du faste de l'autre côté, au niveau du retable en tous les cas. On est davantage dans la sobriété. Voilà, c'est ça. Propre aux frères franciscains. Magnificat anima mea Dominum. Mais je croyais qu'il n'y avait plus de frères ici. Magnificat anima Mon frère? Mais non, rien. San Francesco. Je suis le guide du monastère. Mais Francesco, et c'est pour l'ordre franciscain, ça tombe très bien. Eh oui, on m'a embauché exprès. Mais pourquoi tu proposes des visites théâtralisées, c'est ça? C'est bien ça. Déguisé, un homme du 17e ou un frère franciscain. On fait plein d'animations ici dans le monastère. Tu peux me parler d'une des animations, par exemple, que tu proposes? On propose la visite baroque, par exemple, où je suis habillé en muletier du 17e. On a des dégustations inspirées à la cuisine baroque. Après, on fait des visites musicales. Moi, habillé en frère franciscain, on l'a fait l'année passée pour les Barocchiales, donc le festival de musique baroque. Ici, nous sommes dans le cloître et la vie de Saint François d'Assise est décrite à travers toutes ces fresques, c'est ça? C'est bien ça. Le cloître, c'est la partie centrale du monastère. Cloître clausuram, c'est le lieu fermé et libre en même temps, autour duquel le monastère, le couvent dans notre cas, va se développer. Et c'est intéressant parce que pour être libre, il faut être fermé en même temps. Donc c'est un lieu de réflexion. Là, tout autour, il y a les couloirs, donc on peut marcher, discuter, apprendre, et dans ce cas-là, apprendre la vie de Saint François d'Assise à travers les fresques. Donc c'est un rôle éducatif également, plus que esthétique purement. Ah, absolument, c'est pas esthétique. Après, nous, on rentre dans les lieux et on va regarder l'esthétique. Mais nous, on a un regard différent. Pour les personnes de l'époque, c'était apprendre quelque chose. Les livres étaient trop chers. Moyen-Âge, un livre coûtait ce qu'aujourd'hui, ça serait à peu près 4 ou 5 000 euros. Oui. Pour un ordre comme les franciscains qui avaient fait de la pauvreté l'élément central de leur existence, les bibliothèques, ce n'était pas quelque chose qu'on fréquentait au quotidien. Par contre, les fresques ont le double but de pouvoir t'apprendre quelque chose, mais en même temps de contrôler le message qu'on peut te filer. Ouais, d'accord. Là où la lecture, c'est personnel, donc on peut interpréter comme on veut. Ah, mais Francesco, là, c'est un puits. À quoi servait-il? Non, c'est pas un puits. Le puits, il est creux dans la terre. Ça, c'est une citerne. Donc, on ramasse l'eau de la pluie à travers le système de l'impluvium grec et latin. Mais c'est super profond. C'est 3 mètres à peu près. Ah oui, d'accord. Et on récoltait l'eau de pluie ici, non pas pour la boire, mais pour quoi faire? Pour l'arrosage du jardin. Quand on construit un couvent, les personnes pensent tout de suite à l'église. Oui. L'église est complètement secondaire. Première chose qu'on fait quand on construit un couvent, c'est le potager. On pense à manger tout de suite. Et pour le potager, on a besoin d'arroser. Bien et donc, sûr. vu qu'ici, on a très peu d'eau dans la montagne, on va récupérer l'eau de la pluie avec le système classique de l'impluvium des villas grecques et romaines, comme la villa Kérilos. Voilà, ça tombe ici, il y a un grillage, on ramasse l'eau et avec ça, on peut arroser le potager là-bas. Et le soir, avec les lumières ici, c'est d'une beauté extraordinaire. Mais oui, j'imagine qu'en fonction de l'heure de la journée, les murs, les parois de ce cloître prennent une couleur différente et à la fin de la journée, tout doit être un peu plus rougeoyant, les ocres doivent ressortir, ça doit être somptueux. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. En plus, il y a des jeux d'ombre. On est sur l'axe est-ouest, donc le soleil
se lève là-bas, ça tape de l'autre côté, ça tourne au cours de la journée et va se coucher là-bas avec les ombres qui vont se projeter là derrière. Il y a la croix l'été au plein milieu, qui est l'ombre de la croix, c'est touchant. Mais je vois, là, Francesco, qu'on a plein de cadrans solaires partout. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on on est médaille d'argent des cadrans solaires de France, avec 11 cadrans solaires ici. Il y en a exposés à l'est, à l'ouest, au sud. Donc, selon la journée, on a des points de repère différents et en plus, avec des modalités différentes de réalisation, on a le cadran solaire classique qui correspond à notre civilisation, babylonique qui calcule les heures à partir du lever du soleil et italique qui calcule les heures à partir du coucher du soleil. Mais c'est quoi cette obsession pour l'heure? C'était pour leur rappeler les heures des prières à ne pas manquer? C'est ça, c'est ça, parce que les franciscains ont des heures fixes de prière. Il y en a 6 pendant la journée et 1 pendant la nuit. Donc on commence au lever du soleil, juste au coucher, et après à 3 heures du mat, frère Jacques qui sonne les matines, et on recommence. On l'aime moins celui-là. Et là, cet emblème, là où je crois reconnaître une des images, c'est l'emblème des franciscains, non? Les 2 bras. C'est bien ça, le bras du Christ de Saint François, qui marque la stigmatisation de François. Donc un séraphin aurait donné les stigmates, les blessures de la croix du Christ à François. Et les petites notes de musique, on dirait, à côté, c'est ça? C'est ça, les petites cuillères dans la cuisine sont bien les stigmates, 2 dans la main, 2 dans le pied et coup de lance sur le côté. Ah oui, d'accord, ok. Le cœur blessé du Christ, le séraphin et la croix de Jérusalem. Mais alors finalement, ici, il n'y a que des trompe-l'œil, j'ai l'impression, c'est terrible, même autour des fenêtres. Oui, c'est vrai. Alors, le trompe-l'œil, c'est assez typique du baroque, parce que le baroque, c'est un style très riche. Mais quand tu n'as pas l'argent, comme c'est le cas des franciscaines, on fait du trompe-l'œil comme cache-misère. Voilà. En tout cas, quand même, on est à côté de l'Italie, et ici, l'arnaque, ça ne nous dérange pas du tout. D'accord, t'es italien, je crois. Je suis beau, donc forcément. Donc, le décor que tu as ici, ça ressemble beaucoup au décor qu'on a en Autriche, en Bavière, au XVIIIe. Oui. Parce que le maître fresquiste était suisse, il est arrivé ici, il nous a fait aussi des Edelweiss dans le médaillon là-bas. Oui, je vois. Ouais. Et c'est pas vraiment la fleur typique de ça. Ici, on est plutôt mimosa, mais voilà. Donc, tu es au plein milieu de l'arc alpin français, mais tu as l'impression d'être un peu en Bavière. Ouais, on est transporté à travers le temps et on voyage en restant dans un seul et unique même lieu, ce fameux couvent de Saorge. Nous voici à présent dans le réfectoire. C'est là que les frères se réunissaient pour manger? C'est bien ça, c'est là qu'ils prenaient le petit-déj. On a le passe-plat de l'autre côté du couloir avec la cuisine derrière. Et là, ils mangeaient tous ensemble. Et c'est là aussi que dans ce mobilier magnifique encore d'origine, c'est là qu'ils avaient constamment le rappel de leurs règles de vie. C'est pour ça que sous ces fresques, on voit des inscriptions latines, Caritas, Obedentia, Humilitas. C'est bien ça, c'est bien ça. Les fresques sont d'origine, couleur incroyable, 17e siècle. Et elles n'ont pas été restaurées? Jamais, jamais. C'est encore les mêmes couleurs qu'il y a 4 siècles, on a mis là-bas. Waouh! Et là, elles sont aussi ces tables du XVIIe siècle. Hein, c'est ça, 1667. Donc là, je touche les tables que les frères touchaient également. Enfin, c'est ça. D'accord. Allez, on prend à présent un peu de hauteur. Au premier étage, on va découvrir les cellules. C'est là où les frères franciscains passaient leur nuit. Oh, mais c'est immense ici, je suis totalement perdue. Il y a quelqu'un ? Oui, une bonne âme pour me sauver. Est-ce que vous pourriez me guider, s'il vous plaît? Parce que là, je ne sais plus où donner de la tête. Oui, ici, on est à l'étage des cellules, donc les anciennes chambres qu'occupaient les franciscains, mais qui sont partis en 1988. Et aujourd'hui, on accueille des artistes en résidence. Et là, vous pouvez entendre qu'un des artistes est en train de répéter. Oh,
c'est magnifique. Alors, mais quelle voix incroyable, mais vous êtes contre-ténor? Voilà, c'est ça, contre-ténor. Oh là là, et Hugo, vous avez une partition sous les yeux, qu'est-ce que vous êtes en train de chanter? Alors c'est le Stabat Mater de Vivaldi. Rien que ça. Voilà. Et c'est ici un lieu de répétition pour vous? Exactement, de vie, de répétition, de travail en général. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici dans ce couvent? Ça vous aide à créer, à poser votre voix d'une manière extraordinaire, plus ici qu'ailleurs? Oui, bah déjà il y a la tranquillité qui favorise la concentration parce que en étant dans un endroit, disons du quotidien, on est toujours happé par les tâches du quotidien, les sollicitations, les amis à voir, etc. Ici, on a vraiment la concentration monastique, en quelque sorte. Et puis en plus, bah, c'est vrai que pour la voix, d'avoir l'air des montagnes, les nuits de sommeil d'une parfaite tranquillité, ça favorise, disons, l'hygiène vocale. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des endroits plus particuliers au sein du couvent qui sont propices à sublimer cette voix? Alors j'aime bien alterner entre des endroits un peu plus secs, entre guillemets, comme ici, où on entend tous les détails de la voix, et la chapelle qui évidemment a une sonorité beaucoup plus flatteuse et qui aide à travailler dans un grand volume, on va dire. Comment vous pouvez donner un son pour que j'observe ce qui se passe de près? Continuez. Ah non mais en fait il y a un effet tout à fait hypnotique, Hugo, c'est fascinant, c'est un peu comme les sirènes, j'ai l'impression d'être un Ulysse qui serait là happé irrémédiablement. Alors je peux vous demander ce que je veux, ça veut dire? Je sais pas. Faut pas exagérer. Je vais réfléchir. Merci beaucoup, continuez à chanter, comme ça va me porter dans le reste du couvent. Entendu, entendu. Stabat Mater dolorosa, dum pendebat filius. Encore une dernière pièce que je voudrais vous Ah, montrer. la bibliothèque. Ah oui, non, mais c'est beaucoup plus moderne, là, tout d'un coup. C'est pas le même charme que le reste du couvent. Non, ici on fait un bond dans le 21e siècle. On n'a pas conservé malheureusement la bibliothèque des franciscains, mais en revanche on a les ouvrages des écrivains qui sont venus en résidence toutes ces dernières années. Ils ont écrit ici ces ouvrages-là. Oui, absolument, en partie. Certains passages de ces livres ont été écrits ici, oui. Et il y a combien d'auteurs en tout qui sont passés par les portes du couvent? Alors on en accueille à peu près une trentaine par an, donc la résidence existe depuis une vingtaine d'années, donc je vous laisse faire le calcul, ça en fait quand même un certain nombre. Je vais pas faire le calcul, mais je vais plutôt être très curieuse parce que j'ai vu à plusieurs reprises là par la fenêtre qu'il y avait un jardin extraordinaire. Est-ce que on pourrait y faire un petit tour? Oui, bien sûr. Le jardin, c'est vraiment le clou du spectacle. Allons-y. Il est là, ce bassin, et là, il y a toute une rigole, c'est ça qui passe? Oui, c'est ça. L'eau est puisée à la source des Frères un petit peu plus haut, et ensuite elle s'écoule de bassin en bassin grâce à ce système de rigole et de surverse. Ah, mais attends, il y a même une rigole, là. Ça veut dire que l'eau, elle est emmenée jusqu'où exactement? Et là, elle s'écoule jusqu'à un premier lavoir, et ensuite dans un second bassin. D'accord. Et donc, ce lavoir, il servait à quoi? Il sert à quoi aujourd'hui? C'est là que les franciscains faisaient leur lessive, en fait. Ah, d'accord. Peut-être plus aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui, non. Il y a d'autres lavoirs dans le couvent? Oui, alors il y a des lavoirs dans un espace un petit peu souterrain qui se trouve entre la chapelle et la sacristie. Et je peux t'emmener voir. Oui, mais d'habitude, c'est pas vraiment ouvert au public, ça. Non, là, c'est un espace qui est complètement fermé à la visite, mais peut-être qu'un jour, on l'ouvrira. C'est de plus en plus étroit. Je sais pas où tu m'emmènes, c'est pas très rassurant. Il y a des araignées partout. Oui, attention les toiles d'araignée. Ah, voilà donc ce fameux lavoir souterrain. Oui. Mais quelle était son utilité? Parce qu'il est souterrain.
Oui, on ne sait pas exactement à quoi il pouvait servir. Ici, on est dans une pièce de service avec des cuves qui pouvaient servir à stocker l'huile d'olive ou le vin. Là, on voit qu'il y avait de la circulation d'eau, puisqu'on voit bien l'écoulement du lavoir, mais on ne connaît pas exactement son utilité. Mais si ça se trouve, il y a un fantastique trésor caché en dessous, non? Chez les franciscains qui ont fait vœu de pauvreté, oui. il y a quand même peu de chance pour que ce soit ça. Ah tiens, et c'est quoi là, cette toute petite pièce bien sombre? Ah oui, alors là je ne conseille pas d'y rentrer parce qu'en fait c'est un cachot. C'est probablement là qu'on mettait les franciscains qui étaient récalcitrants et qu'il fallait enfermer quelque temps pour qu'ils retrouvent leurs esprits. On s'en va. Mais où va-t-on encore là? Alors c'est encore une pièce qui est fermée au public d'habitude, Oui. mais cette fois-ci pas d'inquiétude, ce n'est que la bergerie. Ah d'accord, mais c'est totalement désaffecté aujourd'hui, à quoi ça sert? Alors on envisage de le transformer en un véritable atelier d'artistes. Ah, Oui, pour des plasticiens, des peintres ou d'autres formes d'art, pour qu'ils puissent venir travailler ici et pourquoi pas exposer leurs œuvres aussi dans cette pièce. si vous souhaitez comme moi visiter ce somptueux couvent de Saorge, sachez qu'il est ouvert tous les jours au public, sauf le lundi, de 10h à 13h et de 14h à 17h. L'entrée est à 7 €, elle est gratuite pour les moins de 26 ans. Et puis regardez, on profite en permanence de ce calme, on peut venir pique-niquer ici. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour du côté du village médiéval qui se trouve juste en dessous du couvent. Il est classé parmi les plus beaux villages de France.